Quand nous sommes traumatisés, les signaux de sécurité sont ressentis comme des signaux de danger. Le fait que quelqu'un prenne soin de nous, par exemple, si nous avons vécu des abus, des agressions, des violences, des maltraitances de la part d'une personne qui était censée être la personne qui allait nous maintenir en sécurité, notre figure d'attachement sécure, par exemple, eh bien, ces signaux qui devraient être des signaux de sécurité sont en réalité perçus comme dangereux. Et il est important de comprendre que ce ne sont pas nos pensées qui détectent cela, c'est vraiment le corps, le système nerveux qui réagit, et c'est normal. Ah oui, c'est tout à fait normal. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que j'ai appris ce que c'est être un humain en écoutant et en étant témoin des récits de personnes qui ont souffert d'expériences traumatisantes graves et qui ont survécu. C'est très éclairant parce que ce qu'ils n'arrivent plus à faire, c'est se sentir en sécurité en présence d'une autre personne. Donc, nous savons que cela est un aspect extrêmement important de notre existence d'être humain, car quand nous nous sentons en sécurité dans la proximité à proximité d'une autre personne, la présence de cette autre personne nous aide à réguler notre physiologie, comme la mère avec le bébé. Et ces relations, nous les avons pendant toute notre durée de vie. Et nous oublions que nous sommes maintenant suffisamment âgés pour pouvoir quitter le nid et s'auto-réguler. Mais le problème, c'est que l'autorégulation ne peut se passer que quand il y a eu une corrégulation saine dans la façon dont nous nous sommes construits. Et ensuite, toutes les personnes ont besoin d'occasions de co-régulation à différents moments. Par exemple, les thérapeutes, il y a beaucoup de thérapeutes qui ont beaucoup de difficultés actuellement et ils ont besoin eux aussi de co-régulation avec leurs amis, leurs familles. Ils ont besoin de passer des moments où leurs corps ne sont plus en hyper-vigilance comme pendant leurs séances, etc. Oui, et nous pourrions parler un peu de co-régulation parce que c'est un aspect tellement important de la théorie polyvagale et c'est aussi un mot que vous avez créé. Oui, alors moi je le vois comme l'élément constitutif de la société. La corrégulation commence par la mère, d'accord? Ce n'est pas que la mère qui régule l'enfant, l'enfant également régule la mère. S'il y a une conformité entre les deux, la mère est dans un état de félicité. Si l'enfant a des soucis, eh bien, cela va se répercuter aussi sur la mère. Donc, quand nous parlons par exemple, de troubles de développement, comme des enfants qui sont sur le spectre de l'autisme, eh bien, ils ne donneront pas à leurs parents certaines expressions faciales. Et pour cette raison, ces parents-là diront « Moi, j'aime mon enfant, mais je ne suis pas sûr que mon enfant m'aime. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'on entend le même genre de récit de la part de parents qui ont eu des bébés extrêmement prématurés, parce que ces bébés arrivent avec un système nerveux plutôt reptilien que mammifère. Reptilien dans le sens d'un reptile, plutôt que d'un mammifère. Et même les circuits consistant à avaler, téter et respirer sont compromis. Et la neurorégulation de ces circuits-là, y compris la vocalisation, sont les mêmes structures qui sont impliquées dans notre système d'engagement social, qui dirigent nos sourires, nos vocalisations, notre façon de respirer. Tout cela, ça fait partie de ce que j'appelle l'engagement social. Et en fait, nous utilisons aussi l'ingestion, aller boire un verre ou manger quelque chose, ça fait partie du comportement social et sociable.